Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Nous sommes le mardi 24 février 2026 et le programme du jour s'attaque à une question d'une complexité vraiment redoutable. Bonjour à tous. Oui, une question fondamentale. Comment parvient-on à mesurer mathématiquement le véritable progrès humain? Voilà, c'est exactement ça. Souvent, le réflexe immédiat quand on parle de développement, c'est de regarder le compte en banque d'une nation, de scruter ses indicateurs de production purs et durs. Le fameux produit intérieur brut. Absolument. Mais nos sources d'aujourd'hui, qui sont tirées d'un cours d'économie particulièrement pointu, nous poussent à aller beaucoup plus loin. On va disséquer un outil fascinant, l'indicateur de développement humain, le fameux IDH. Bon, décortiquons tout ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, il est indispensable de comprendre le changement de paradigme qui s'est opéré au fil du temps. C'est-à-dire? Eh bien, pendant des décennies, disons jusqu'à l'aube des années 1990, la focale des institutions internationales était presque exclusivement braquée sur le PIB. Donc on partait du principe que richesse égale développement. Le postulat était simple, voire simpliste en fait. Une nation qui produit massivement est une nation qui se développe. Seulement, cette vision purement comptable a fini par montrer ses limites. La croissance économique ne ruisselle pas automatiquement vers le bien-être social. Bien sûr. C'est ce qui a motivé l'émergence d'indicateurs plus sophistiqués, avec des affinements méthodologiques majeurs autour des années 2010. Le but, c'était de capturer une image beaucoup plus fidèle de la réalité quotidienne des populations. Et c'est précisément l'architecture de cette image qu'on va analyser aujourd'hui. Mais avant de manipuler les chiffres, il est crucial de poser un cadre strict. Une petite mise en garde nécessaire, oui. Tout à fait. Les classements, les pourcentages, les comparaisons qui vont structurer notre discussion proviennent exclusivement des données statistiques fournies par nos sources économiques, elles-mêmes basées sur les rapports du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. C'est ça. Il ne s'agit en aucun cas d'émettre un jugement de valeur de notre part, ni de prendre une quelconque position politique ou idéologique sur les États qui seront mentionnés. L'unique ambition ici, c'est d'explorer la mécanique froide et rigoureuse de cet indicateur. C'est un prérequis fondamental. Je suis ravie que vous le précisiez, car les chiffres que nous abordons sont le résultat de formules mathématiques et de collecte de données standardisées à l'échelle mondiale. C'est de la statistique pure. Exactement. Ils offrent une radiographie à un instant T, débarrassée de toute subjectivité. Alors entrons dans la salle des machines. Ce qui frappe immédiatement à la lecture de ces documents, c'est la structure même de l'IDH. On parle d'un indicateur composite. Un terme barbare pour dire qu'on ne cherche plus un chiffre magique unique. Voilà. Au lieu d'avoir un seul critère, les économistes ont fusionné plusieurs dimensions de la vie humaine. On s'éloigne de l'approche monolithique du PIB pour embrasser une évaluation multifactorielle. Et ça repose sur 3 piliers fondamentaux. Absolument. Le PNUD a identifié 3 variables qui, une fois combinées, constituent le socle du développement humain. Le premier pilier, c'est la santé. Évalué d'une manière assez spécifique d'ailleurs. Oui, à travers l'espérance de vie à la naissance. Il ne s'agit pas de comptabiliser le nombre de lits d'hôpitaux ou le budget alloué à la recherche médicale, mais bien d'observer le résultat final. Ce qui est très logique quand on y pense. Totalement. Une longue espérance de vie traduit indirectement une multitude de facteurs. Une nutrition adéquate, un système immunitaire protégé, l'accès à l'eau potable et un système de soins efficace dès la petite enfance. Cela soulève une dynamique super intéressante. Si un pays génère des milliards, mais que sa population souffre d'une mortalité précoce à cause de conditions de travail ou d'infrastructures sanitaires défaillantes, l'indicateur sanctionne immédiatement ce déséquilibre. Et tout aussi nuancé. Nos sources expliquent qu'il est scindé en 2 sous-catégories distinctes. La durée attendue de scolarisation et la durée moyenne de scolarisation. Exactement. Et là, je me pose la question. Pourquoi cette double mesure? N'est-ce pas redondant de calculer 2 fois le temps passé à l'école? C'est loin d'être redondant, je dirais même que c'est d'une précision chirurgicale. Ces 2 mesures n'observent pas la même dimension temporelle. Ah, d'accord. La durée moyenne de scolarisation, c'est une photographie du présent orientée vers le passé. Elle évalue le nombre d'années qu'ont passé les adultes d'aujourd'hui sur les bancs de l'école. Donc, ça donne une idée claire du niveau de qualification actuel de la population active. Exactement. À l'inverse, la durée attendue de scolarisation est une projection. Elle estime le parcours éducatif d'un enfant qui entre à l'école aujourd'hui si les conditions du système éducatif restent stables. C'est fascinant. En combinant les deux, le PNUD mesure à la fois le bagage intellectuel disponible aujourd'hui et la promesse faite aux générations futures. C'est tout à fait ça.
C'est une distinction fondamentale. Un pays pourrait très bien avoir une population adulte peu diplômée, historiquement. Mais investir massivement aujourd'hui. Oui, pour que chaque nouvel enfant atteigne l'université. La double mesure permet de capturer cette dynamique de transition. Et cela nous amène logiquement au troisième pilier, le niveau de vie. Et là, surprise, le fameux PIB par habitant est écarté au profit du revenu national brut, le RNB par habitant. D'un point de vue extérieur, ça reste de l'argent. Quelle est la différence structurelle qui justifie ce changement? La différence est colossale en termes de réalité économique. Le produit intérieur brut mesure tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières d'un pays, indépendamment de qui empoche les bénéfices. Donc l'emplacement géographique de la production. Voilà. Imaginons un pays possédant d'immenses gisements miniers exploités par des multinationales étrangères. Le PIB sera gonflé par cette production. Ça aura l'air incroyable sur le papier. Sauf que si les profits sont immédiatement rapatriés à l'étranger et ne financent ni les salaires locaux ni les infrastructures, le citoyen n'en voit pas la couleur. Et c'est là que le RNB intervient. Le revenu national brut ajuste cela. Il prend en compte les flux financiers internationaux, les transferts d'argent, et mesure ce qui reste véritablement entre les mains des résidents du pays. C'est une mesure beaucoup plus proche du pouvoir d'achat réel. Le RNB permet donc d'éviter le mirage statistique d'une production florissante qui masquerait une population locale appauvrie. C'est tout l'enjeu. Mais une fois qu'on a ces données brutes, des années de vie, des années d'école et des dollars, comment parvient-on à les fusionner? On ne peut pas additionner des pommes et des oranges. C'est ici qu'intervient une étape technique cruciale, la normalisation. D'accord? Pour éviter de mélanger des unités de mesure incompatibles, les statisticiens utilisent des formules mathématiques qui convertissent chaque valeur brute en un indice standardisé. Chaque pilier reçoit ainsi un score entre 0 et 1. Très clair. Ensuite, on calcule la moyenne géométrique de ces trois indices. Et l'utilisation de la moyenne géométrique, c'est d'ailleurs une subtilité importante adoptée en 2010. Pourquoi spécifiquement une moyenne géométrique et pas une moyenne classique? Parce qu'elle empêche un pays de compenser un score catastrophique dans un domaine par un score exceptionnel dans un autre. Ah, brillant. Si un pays a 0 en santé, même s'il a 1 en richesse, la moyenne géométrique s'effondre. Exactement. Il faut une progression harmonieuse sur les trois fronts pour que le score final, qui est lui-même strictement compris entre 0 et 1, soit élevé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette échelle universelle de 0 à 10 permet de cartographier la planète entière. Nos documents détaillent la répartition des nations en 4 grandes catégories de développement humain. Explorer ces paliers donne une épaisseur saisissante à la théorie. Commençons par le sommet, si vous le voulez bien, la catégorie du développement très élevé. Ce palier regroupe les nations affichant un score supérieur à 0,800. Pour illustrer cette catégorie, les données mettent en lumière un exemple frappant, la Norvège. Sa fameuse première place. En 2019, ce pays se hissait effectivement à la première place mondiale avec un score de 0,957. Atteindre un tel niveau implique une optimisation presque totale des trois piliers. Donc concrètement, sur le terrain, Cela signifie une espérance de vie dépassant largement les 80 ans, une scolarisation quasi universelle jusqu'aux études supérieures et un RNB par habitant extrêmement puissant. La progression à ce stade devient asymptotique. Chaque millième de point supplémentaire requiert des efforts structurels immenses. frôler le score parfait de 1 est un véritable tour de force institutionnel. Je suis toujours impressionné par ce chiffre de 0,957. C'est le résultat de décennies de politique publique. Juste en dessous, on trouve la catégorie du développement élevé. Ça regroupe les scores entre 0,700 et 0,799. Nous sort ce site l'exemple de la Tunisie. Oui, avec un score de 0,740 en 2019, la plaçant en 95e position. Il y a aussi les Seychelles dans cette catégorie. Ce qui est intriguant avec ce groupe, c'est qu'ils représentent souvent des nations en pleine consolidation. C'est un point clé. Les infrastructures de base sont établies, l'espérance de vie est solide, mais le passage au palier supérieur requiert souvent un bond qualitatif. Comme dans l'enseignement supérieur. Voilà, ou une restructuration économique profonde pour booster le revenu national brut. Tout indique que cette zone de transition est l'une des plus complexes à naviguer pour les États. Ensuite, on aborde le développement moyen. Là, ce sont les scores situés entre 0,550 et 0,79. L'exemple des Comores y est mentionné dans nos sources.
Dans cette tranche, les contrastes internes sont souvent très marqués. Le pays peut afficher une croissance économique dynamique dans certains secteurs urbains, Mais laissez les campagnes de côté. souvent, oui, et se heurter à des défis colossaux en matière de couverture sanitaire universelle ou de maintien des adolescents dans le système scolaire, ce qui tire mathématiquement la moyenne globale vers le bas. Enfin, la quatrième catégorie est celle du développement faible. Elle rassemble les scores inférieurs à 0,550. Les documents évoquent la Mauritanie et le Niger. Pour le Niger, les statistiques projetées ou observées autour de la période 2000 à 2025 évoquent un score particulièrement bas, stagnant autour de 0,394. Un chiffre qui fait réfléchir. Oui, un tel chiffre met en évidence ce qu'on appelle la trappe de la pauvreté structurelle. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués. C'est ça. Quand la santé est précaire et que la durée de scolarisation est très faible, il devient presque impossible de générer la croissance du RNB nécessaire pour financer justement de meilleures écoles et des hôpitaux. C'est un cercle vicieux. Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que ces écarts décimaux cachent des abîmes de réalité humaine. Une différence de 0,1 ou 0,2 sur l'échelle de l'IDH peut sembler anecdotique sur un tableau Excel. Mais concrètement, un bond de quelques centièmes, c'est le reflet de campagnes de vaccination qui sauvent des centaines de milliers de vies infantiles. Ou l'accès à l'électricité. L'électrification des zones ruraux qui permet aux enfants de faire leurs devoirs le soir, et donc d'augmenter la durée de scolarisation. Derrière la froideur de l'abstraction mathématique, ce sont les destinées d'innombrables individus qui basculent. Cette mise en perspective donne un poids considérable aux statistiques. Et pour éprouver la solidité de cet indicateur, nos sources proposent une étude de cas vraiment captivante. L'analyse comparative, oui. Une confrontation analytique entre deux puissances économiques majeures, la Norvège, dont on a déjà parlé, et les Émirats arabes unis. L'étude se base sur une fenêtre précise, allant de 2011 à 2017. Le postulat de départ est limpide. Nous observons deux États qui disposent d'une manne financière extraordinaire. Notamment liée à l'exploitation de ressources naturelles énergétiques pour les deux pays. Exactement. À première vue, on pourrait supposer que leurs trajectoires de développement humain sont des copies conformes. Il est d'abord essentiel d'observer la tendance générale de cette étude, qui est incontestablement positive pour les deux pays sur cette période. Entre 2011 et 2017, la Norvège et les Émirats arabes unis ont tous deux enregistré une croissance de leurs indicateurs. Aucun des deux ne régresse. Non, il n'y a pas de recul. L'accès aux soins s'est amélioré, les années d'études se sont allongées et la richesse nationale par habitant a progressé. La dynamique globale du progrès est bien présente, de part et d'autre. La photographie globale est donc flatteuse. Mais lorsqu'on s'enfonce dans le détail granulaire, celui fourni par l'analyse économique, les trajectoires commencent à diverger de manière très nette. Regardons le pilier de la santé. Entre 2011 et 2017, le taux de croissance de l'espérance de vie aux Émirats a été de plus 1,16%. C'est une progression louable. Tout à fait. Toutefois, la Norvège affiche sur la même période une croissance de plus 1,47%. Un écart qui semble minime, mais qui, appliqué à des populations bénéficiant déjà d'une longue espérance de vie, démontre une efficacité marginale supérieure du système de santé norvégien. Et cette divergence s'accentue fortement dès que l'on analyse le pilier de l'éducation. Que disent les chiffres exactement? Les Émirats arabes unis ont réalisé un effort fulgurant. La durée moyenne de scolarisation de la population a bondi de 9,3 années à 10,8 années. Augmenter la moyenne nationale d'1 an et demi en l'espace de 6 ans, c'est énorme. C'est une prouesse qui témoigne d'investissements massifs dans les infrastructures scolaires. Néanmoins, ce chiffre se heurte aux standards norvégiens. En Norvège, cet indicateur est resté stable sur la même période, mais il culmine à 12,6 ans. Donc la stabilité norvégienne n'est pas une stagnation. Non, c'est le maintien prolongé d'un niveau d'excellence éducative déjà atteint par le passé. Un socle de capital humain exceptionnellement robuste. Le rattrapage est donc en cours côté émirati, mais la Norvège conserve une avance structurelle ancrée dans le temps. C'est cependant sur le troisième indicateur, celui de la richesse, que les chiffres provoquent un véritable choc analytique. 13,02%, une performance tout à fait cohérente. Pourtant, face à cela, le RNB par habitant norvégien a littéralement explosé, enregistrant une croissance faramineuse de 43,1% sur cette même fenêtre de 6 ans. Une croissance plus de 3 fois supérieure. C'est incroyable. Ce chiffre est la clé de voûte de toute la démonstration. Il nous oblige à dépasser le constat brut pour analyser la mécanique interne de ces économies. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Pourquoi observe-t-on un tel gouffre de 43,1% contre 13,02% entre deux nations aux ressources naturelles si abondantes, justifiant ainsi le score écrasant de 0,957 de la Norvège? Si l'on s'en réfère strictement aux mécanismes économiques décortiqués dans nos sources, la réponse tient en un concept central, la stratégie de réinvestissement et la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire comment on utilise l'argent gagné. L'IDH révèle ici sa plus grande leçon. Générer de la richesse n'est que la première étape. La manière dont cette richesse circule et se sédimente dans la société est ce qui définit le véritable développement. Le modèle norvégien se distingue par une utilisation systémique de ses excédents Pour faire quoi? pour financer, consolider et étendre des services publics universels d'une qualité redoutable. L'argent généré par les ressources nationales n'est donc pas thésaurisé, il est méticuleusement injecté dans l'optimisation des piliers de la santé et de l'éducation dont nous parlions plus tôt. Précisément, l'analyse met en lumière ce qu'elle nomme la répartition équitable des richesses, la progression spectaculaire de 43,1% du revenu national brut par habitant en Norvège indique que les fruits de la croissance économique se traduisent directement par une élévation du pouvoir d'achat. Et du niveau de vie à l'échelle de l'individu moyen. Le système redistributif permet au capital de ruisseler de manière capillaire dans l'ensemble du tissu social. Par déduction, on comprend que l'architecture économique des Émirats arabes unis, sur la période étudiée, suit une temporalité différente. C'est ça. L'accumulation de richesses est indéniable, le pays connaît une croissance rapide. Mais la conversion de cette manne financière en avancée sociale, globale, universelle et équitablement répartie prend davantage de temps. Gagner des points sur la durée scolarité prouve que le changement est en marche. Oui, mais atteindre l'homogénéité et la densité du modèle de développement humain norvégien requiert une maturation institutionnelle plus longue. Cela soulève une question importante, qui est le cœur même du propos de l'IDH. Je vous écoute. L'évaluation de la performance étatique ne s'arrête pas aux portes de la Banque centrale. La puissance d'une nation se jauge à sa capacité logistique, politique et institutionnelle à transformer sa croissance économique en droits fondamentaux. En santé pérenne et en savoir accumulé pour chaque individu. C'est l'efficience de ce pont entre l'accumulation du capital et l'épanouissement humain qui dicte la hiérarchie au sommet du classement. Le constat est d'une clarté implacable. En parcourant ces données, l'évolution de la pensée économique devient évidente. L'abandon du PIB comme boussole unique au profit de la trinité santé, éducation, niveau de vie a permis de démasquer les illusions de la simple croissance comptable. L'étude comparative agit vraiment comme un révélateur. La production de richesse est le carburant, mais seule une redistribution stratégique et équitable agit comme le moteur du véritable progrès humain. C'est un changement de grille de lecture fondamental pour appréhender les équilibres mondiaux. Et c'est là toute l'utilité de décortiquer ces concepts pour quiconque s'intéresse à l'économie ou à la géopolitique. Un véritable outil d'esprit critique. Absolument. Lorsqu'un discours dans l'actualité met en avant les taux de croissance faramineux d'une région du globe, la réflexion ne s'arrête plus à l'admiration des milliards produits. Une nouvelle série d'interrogations surgit naturellement. Quel est le sort réel des populations locales ? L'accès à l'école s'améliore-t-il ? L'espérance de vie progresse-t-elle au même rythme que les gratte-ciel ? Le prisme de l'IDH force à chercher l'humain derrière le pourcentage. Et cette exigence d'analyse doit d'ailleurs nous pousser à questionner l'outil lui-même face aux bouleversements à venir. C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Pour clore cette exploration sur une réflexion prospective, il est pertinent de s'interroger sur la pérennité de l'IDH tel qu'il a été conçu. Parce que le monde évolue vite. Très vite, cet indicateur repose lourdement sur la mesure de la scolarisation traditionnelle, en nombre d'années passées physiquement dans un établissement, et sur une richesse nationale indexée à un territoire défini. Or, nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage continu. C'est vrai que l'acquisition du savoir devient de plus en plus informelle, fragmentée, en ligne. Parallèlement, le marché du travail se mondialise, s'affranchissant des frontières physiques. Si l'éducation ne se mesure plus seulement en banc d'école et que la création de valeur échappe au territoire classique, la question se pose. Laquelle ? La définition matricielle du développement humain ne devra-t-elle pas, d'ici la prochaine décennie, subir une refonte totale pour continuer à refléter la réalité ? La question est vertigineuse et remet en perspective la notion même de progrès à l'aube des nouvelles technologies. C'est toujours un privilège de plonger dans des analyses qui bousculent autant les certitudes.
L'écoute attentive de ces enjeux complexes est précieuse pour construire une compréhension nuancée du monde. La réflexion reste ouverte. Et l'exploration des grands mécanismes qui régissent nos sociétés se poursuivra lors d'un prochain décryptage approfondi. À très bientôt!